Bonjour, mon nom est Amel Hicham et je fais cette vidéo parce que j'ai un problème que je ne peux plus résoudre toute seule. Ce problème a commencé quand j'ai voulu parler à la presse d'une grande entreprise canadienne ici, Québecor, qui fut fondée par le père du chef du Parti québécois Pierre-Karl Péladeau, d'une personnalité connue au Canada, Mitsou Gélina, et de problèmes de piraterie informatique. À partir du moment où j'ai voulu parler à la presse, la police m'a empêché de voyager pour parler aux journalistes. Nous avons été intimidés, ma sœur et moi. Mon mari m'a trahi et a dit de fausses informations sur moi. Et maintenant, le problème a grandi à un tel point que j'ai besoin du support du public. Mon adresse email est contactamelhicham@gmail.com. Si vous avez des conseils, si vous connaissez des moyens qui peuvent m'aider à résoudre ce problème, merci de m'écrire à cet email. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Nous développions un projet, ma sœur et moi. Moi, je vis ici au Canada et ma sœur en France. Je suis partie chez Mitsou Gélina et chez son mari Johan Martin. Je leur ai présenté notre projet. Ils l'ont beaucoup aimé et il y a eu un échange d'emails entre nous, des emails dont j'ai la preuve. Par la suite, Mitsou Gélina a décidé qu'elle allait faire une émission de télévision avec Québecor. Et lorsqu'on a vu l'émission télévision, ma sœur et moi, j'ai écrit à Mitsou Gélina et j'ai mis en CC Québecor et je leur ai dit que le concept de l'émission de télévision était tiré d'une partie du concept que j'avais présenté à Mitsou Gélina. Québecor me répondit, ils me dirent que le concept appartenait à Québecor et l'avocat de Mitsou Gélina me répondit aussi. Et après cet échange d'emails, je n'ai plus jamais contacté ni Mitsou Gélina ni Québecor. En octobre 2013, là nous sommes en 2015, mais je vous parle depuis le début de l'histoire, donc en octobre 2013, je travaillais avec ma sœur sur notre projet quand on a découvert que lorsqu'on discutait par téléphone ou par Internet de certains aspects de notre projet, il y avait certaines choses similaires qui étaient écrites dans le Facebook de l'émission de télévision de Québecor qui est animée par Mitsou Gélina. On a découvert que nos ordinateurs étaient piratés, que nos emails étaient piratés, que mon cellulaire était piraté. Je suis partie chez la police, je leur ai dit ce qui se passait, ils m'ont dit c'est un problème de droit d'auteur, il faut que tu ailles voir un avocat. Ma sœur a contacté des journalistes en France pour leur parler de ce qui s'est passé. Et c'est dans cette période qu'il y a des personnes qui m'ont suivi à l'extérieur. Donc, j'ai commencé à avoir peur. Je suis partie encore chez la police, ils n'ont rien fait. J'ai parlé à mon mari. Maintenant, nous sommes en procédure de divorce. En ce temps-là, donc, j'ai parlé à mon mari. Je lui ai dit que mes emails étaient piratés. Il m'a dit, c'est entre toi et eux, tu ne me mêles pas là-dedans. Donc, j'ai décidé de prendre quelques jours et puis d'aller partir en France pour parler aux journalistes que ma sœur a contactés. J'étais sur le point d'aller à l'aéroport quand mon mari a appelé la police et leur a dit que j'avais un trouble mental. Et il leur a dit aussi, parce que j'ai vu le rapport de police plus tard, selon le rapport de police, il leur a dit que j'avais reçu une mise en demeure de Québecor parce que j'aurais harcelé Mitsou Gélina. Ce qui est totalement faux, et la lettre de Québecor le prouve, puisque la lettre de Québecor parle de l'émission de télévision et de mon projet. Donc, mon mari sait très bien que je n'ai pas harcelé Mitsou Gélina, et il sait que je n'ai pas de trouble mental, et j'ai des preuves de cela, puisque j'ai des enregistrements de lui où il dit que il sait que je n'ai pas de trouble mental, que j'ai subi de la piraterie informatique. Et puis, il a écrit manuellement une lettre où il dit que je n'ai pas de trouble mental et puis qu'il dit que sur son honneur, jamais plus il dira que j'ai un trouble mental, etc. Donc, j'ai des preuves que mon mari sait que je n'ai pas de trouble mental. Donc, ce jour-là, quand il a appelé la police et il leur a dit ça, la police est arrivée. Ils m'ont empêché de voyager. Ils ont appelé une ambulance. Il y a une ambulancière qui est venue, qui m'a examinée, qui a dit que j'avais pas de problème. Un policier a pourtant insisté. Ils m'ont obligé à monter dans une ambulance alors qu'ils n'ont pas le droit, selon la loi. Il faut vraiment qu'il y ait une raison. Donc, je suis montée dans l'ambulance. Je suis partie à l'hôpital psychiatrique. Et là, il y a une infirmière qui est spécialisée en santé mentale qui m'a vue, qui m'a parlé et puis qui m'a fait un rapport excellent, qui m'a dit que je n'avais rien, elle voulait me laisser partir. Donc, j'ai eu un rapport excellent, comme quoi il n'y avait absolument rien. Elle a voulu me laisser partir, mon mari est arrivé, il y avait un policier, ils ont insisté pour que je reste. Donc j'ai été enfermée dans une salle avec d'autres patients et le lendemain, mon mari est venu, il m'a pris. Je suis partie à la maison, une journée après, j'ai voulu sortir pour travailler sur mon projet. Mon mari m'a empêché de sortir
Et là, la police a été appelée, j'ai eu peur, et c'est la seule fois où la police va essayer de me protéger. Donc la police a demandé à mon mari de ne plus me contacter jusqu'à ce que la plainte que j'ai faite passe devant le tribunal. Durant le moment où il n'était pas à la maison, moi j'étais avec ma mère, avec les enfants, beaucoup de choses se sont passées. On a retrouvé nos documents, les documents de mon projet éparpillés. Plus tard, mes clés USB vont être prises de la maison. Durant la nuit, quelqu'un touchait à la porte. Et beaucoup de choses qui sont passées de la maison. Ma mère, elle était terrorisée. Par la suite, mon mari est revenu à la maison. Et là, j'ai découvert qu'il avait falsifié, il était parti à la banque. Il avait falsifié ma signature dans un document de la banque et dans un document destiné à un ministère fédéral. Il est revenu. La plainte, les charges sont tombées. Ils n'ont rien fait contre lui. Et donc, il est revenu à la maison. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie chez une journaliste ici au Canada et je lui ai parlé de ce qui s'est passé. Elle a accepté de publier des articles sur mon histoire en changeant les noms. Et donc, on a commencé à écrire les articles pour les mettre dans son journal. Je suis allée chez cette journaliste. Je lui ai donné les preuves que j'avais, comme quoi il y avait de la piraterie informatique. Et puis, la piraterie informatique de mon ordinateur, de mes emails. Et je lui ai montré des documents qui montraient les similitudes entre ce que je disais moi, en privé avec ma sœur au téléphone, et ce qu'écrivait par la suite Mitsujelina dans son Facebook et dans son Twitter. Il y avait des similitudes entre les discussions privées que j'avais, ma sœur et moi, et ce que Mitsujelina écrivait. Parfois, des phrases entières. Donc, je vais dire toute une phrase à ma sœur, et puis par la suite, Mitsujelina va écrire la même phrase dans son Facebook et dans son Twitter. Donc, j'ai montré tous ces documents-là à la journaliste, et quand je lui ai donné ces preuves et ces documents, le site internet du journal a été piraté. Donc là maintenant, donc voilà ce qui s'était passé avant. Donc il y avait eu le problème avec la police, on m'a empêché de voyager par le journaliste. Par la suite, il y a eu donc le piratage du journal. Et durant cette période, je commençais à me sentir mal, je vomissais beaucoup et un jour je me suis sentie complètement droguée dans la maison. Je n'arrivais plus à me lever, j'ai eu peur, j'ai appelé la police. Quand la police est arrivée, je leur ai parlé de tout ce qui s'était passé et je leur ai parlé entre autres du jour où je voulais aller en France à Paris et où j'avais été empêchée par la police d'y aller. Et puis je leur ai aussi parlé de Québecor, etc. Donc le policier qui m'entendait, il m'écoutait, après il est parti parler à un autre policier et puis les policiers ont parlé à mon mari, je ne sais pas ce qu'il leur a dit. Par la suite dans le rapport, il a été écrit: Madame Amal Hicham nous parle d'un voyage à Paris et par la suite, ils ont écrit ce qui nous fait croire à un cas de santé mentale. Donc, je leur parle d'un voyage que j'avais essayé de partir à Paris et ça, ils l'ont dans leur rapport puisque c'est la police qui m'a empêché de voyager à Paris. J'ai les preuves que je voulais voyager à Paris et pourtant, sans aucune raison, on écrit Madame Amal Hicham nous parle d'un voyage à Paris, ce qui nous fait penser à un cas de santé mentale. Donc moi, après, je n'ai plus appelé la police, puisqu'à chaque fois que je veux parler de Québecor, que je veux parler de Mitsujelina, que je veux parler du problème qui s'est passé, on écrit sans raison cas de santé mentale. Je ne me sentais plus protégée. Par la suite, mon mari m'a menacée. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une plainte à la déontologie policière et je leur ai tout raconté. Je leur ai montré les preuves de ce qui se passait, comme quoi j'avais été empêchée sans raison de voyager, que j'avais été emmenée malgré moi à l'hôpital psychiatrique, que mon mari avait dit de fausses informations, donc j'ai tout expliqué. La déontologie policière m'a répondu, ils m'ont dit qu'ils allaient faire une conciliation. Normalement, la conciliation se fait dans les 45 jours. Il y a un délai maximum de 45 jours. Cela fait maintenant des mois que le délai de 45 jours est passé. Et malgré mes emails qui expliquent la situation où je suis, il n'y a pas eu de conciliation de données. Et c'est important que la déontologie policière agisse parce que comment est-ce que moi je peux enlever les fausses informations qu'il y a sur moi dans les rapports de police comme quoi j'ai un trouble mental et ça seulement basé sur la foi de ce que mon mari a dit? Comment est-ce que je peux changer ça si la déontologie policière ne me répond pas? Donc, malgré la loi qui fixe le délai à 45 jours, la déontologie policière ne me répond pas.
Quand j'ai fait la plainte, c'est dans cette période que mon mari a commencé à parler d'une histoire de fraude, comme quoi quelqu'un lui a pris de l'argent. Il a contacté la police m'a parlé. Par la suite, la police va dire que j'ai dit des choses que moi je n'ai pas dites. Et mon mari va commencer à me dire des choses contradictoires sur cette histoire de fraude. À un certain moment, il va me dire c'est ta faute, s'il y a eu cette fraude, etc. Moi, j'ai commencé vraiment à avoir peur, surtout après qu'il m'ait menacé. Et là, j'ai décidé que j'allais partir en France, le temps de documenter tout ce qui se passait et d'envoyer ce que j'avais documenté à des personnes responsables pour que ma situation soit réglée. Donc, je suis partie en France. Et là, j'ai écrit une lettre que j'ai envoyée à plusieurs députés de plusieurs partis, Parti libéral, conservateur, Parti québécois, Québec solidaire, etc. Donc, j'ai envoyé cette lettre-là à plusieurs organismes. Et c'est à ce moment-là que mon mari a fait une demande de divorce où il demandait la garde totale des enfants, où il demandait l'utilisation de la maison, etc. Moi, j'ai eu peur de perdre mes enfants, donc j'ai décidé de retourner au Canada. Et pour me protéger, j'ai fait une vidéo publique où je racontais tout ce qui se passait. Je me suis dit, au moins, si le public sait ce qui se passe, je pourrais retourner au Canada un peu plus protégée. Avant de retourner au Canada, j'ai demandé à un avocat de me représenter. Et comme vous allez voir, à chaque fois que quelqu'un est censé m'aider, à partir du moment où j'ai voulu parler à la presse de Québecor, de Mitsugelina et de piraterie informatique, à chaque fois que quelqu'un est censé m'aider, il y a quelque chose qui va se passer. Donc ce premier avocat n'a absolument rien fait pour me défendre, il a déposé aucune défense et il a fait des manquements au code déontologique des avocats, entre autres. Il a refusé parce que je lui ai demandé de me donner une copie des documents que mon mari a déposés dans sa demande de divorce. Il n'a pas voulu me les donner, mon propre avocat. Il a fallu que je contacte le barreau des avocats pour que j'ai finalement ces documents. Donc, je n'ai plus été avec cet avocat. J'ai demandé à une seconde avocate de me représenter. En gros, la même chose va se passer. Cette avocate-là n'a déposé aucune défense en mon nom dans le tribunal. Lorsque j'ai insisté, après plusieurs semaines, après que je lui ai envoyé toutes les informations qu'il fallait, elle m'a envoyé une requête où il y avait plein d'erreurs, où il y avait des renseignements obligatoires essentiels qui manquaient. Et donc, cette avocate, je vais aussi découvrir qu'elle a dit des informations confidentielles à l'avocate de mon mari. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées avec cette seconde avocate aussi. Au début, quand j'ai pris cette seconde avocate, elle m'a dit, parce que là, je voulais retourner au Canada, elle m'a dit de contacter mon mari et de lui dire que j'allais retourner au Canada. Donc, j'ai appelé mon mari le 14 avril et puis je lui ai dit, je vais retourner au Canada. Il m'a dit, entre autres, si tu viens, il va y avoir la garde partagée. Il m'a encore dit, moi, je sais que ma femme n'a pas de problème mental, qu'elle a subi de la piraterie informatique, qu'elle est paniquée parce que personne ne l'aide. Et donc, comme je l'ai dit, ma femme n'a pas de problème mental, tu viens, on fait la garde partagée, etc. Je pars le 16 avril au Canada. Le 17 avril, on devait passer au tribunal. Et là, je découvre que mon mari a déposé un document au tribunal où il dit que j'avais un trouble mental et que je n'étais pas apte à garder les enfants. Le 17 avril, on est passé devant la juge Suzanne Tessier. Et la juge Suzanne Tessier a décidé qu'elle n'allait pas statuer sur la garde. Elle a décidé de donner l'utilisation de la maison à mon mari. Et moi, en ce temps-là, je n'avais pas de travail. Je travaillais avant au gouvernement fédéral. Il y a eu des coupures et donc j'ai perdu, comme beaucoup de gens, mon travail. Donc, je n'avais pas de travail. Je ne pouvais pas aller dans ma maison. Et donc, je suis partie dans un centre d'hébergement pour femmes. Puis, par la suite, j'ai loué un appartement. Et puis, grâce à quelques personnes que je connais, bon, j'ai pu le meubler, etc. Donc, après, donc le 17 avril, quand je suis passée donc, devant la juge Suzanne Tessier, par la suite, mon mari, je l'ai appelé et puis je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu as dit au tribunal que j'avais un trouble mental? Et là, il m'a dit, c'est mon avocate qui m'a dit de le faire. Comme ça, tu fais un règlement et parce que c'est toi qui fais des plaintes. Donc, il a dit au tribunal que j'avais un problème mental parce que moi, je pourrais faire des plaintes et pour que moi, je puisse faire une entente, pour que je fasse une entente avec lui.
Après cela, il m'a proposé une entente de divorce. Moi, je l'ai refusée parce qu'il y avait beaucoup de fausses informations dedans, parce qu'il y avait des informations essentielles qui manquaient. Donc, entre autres, c'est parmi les raisons pour lesquelles j'ai refusé cette entente. Et quand j'ai refusé cette entente, il m'a fait de la pression parce qu'il voulait absolument qu'il y ait une entente de divorce, au point où il me disait « je ne t'apporterai pas les enfants si tu ne fais pas l'entente, etc. » Quand j'ai vu que mon avocate ne protégeait pas mes intérêts, j'ai décidé de me représenter moi-même. Parce que là, il y a eu des manquements au code déontologique de 2 avocats. Là, j'ai décidé de me représenter moi-même. Ce qui fait que ce que j'ai fait, bon, je suis partie, j'ai lu le code de procédure civile, j'ai vu les articles de loi, j'ai demandé comment est-ce qu'on fait les requêtes, etc. Et j'ai préparé une requête pour le tribunal où j'ai vraiment tout raconté de A à Z, où j'ai raconté pourquoi, les raisons pour lesquelles j'étais sortie de la maison, comme quoi la police m'avait injustement arrêté et empêché de parler aux journalistes, comme quoi on m'avait emmené malgré moi à l'hôpital psychiatrique, comme quoi la déontologie policière ne faisait pas de conciliation et n'avait pas agi dans ce dossier, comme quoi mon mari avait falsifié des signatures et que la police et la déontologie policière étaient au courant et absolument personne n'agissait. Et puis j'ai parlé des parjures de mon mari, de ses mensonges, comme quoi j'avais des preuves qu'il savait que je n'avais pas de trouble mental, etc. Donc du manquement au code déontologique des avocats, et c'est pourquoi je me représentais moi-même. Et donc j'ai déposé toute cette requête-là, je l'ai déposée au tribunal. Quand j'ai déposé cette requête-là au tribunal, nous sommes passés le 9 juillet devant la juge Carole Terrien. L'avocate de mon mari était absente et c'est une autre avocate qui est venue la remplacer. Donc ça, c'était la seconde audience. Il y a eu, depuis avril jusqu'à la fin août, il y a eu 4 audiences. Une fois, nous avons été devant la juge Carole Terrien et 3 fois, nous avons été devant la juge Suzanne Tessier. La juge Carole Terrien, quand elle a vu ma requête, elle a accepté mes demandes et comme il y avait beaucoup de choses, elle a décidé qu'il y aurait un échéancier. Donc elle a demandé à l'avocate de mon mari de préparer un échéancier et moi je devais répondre. Si on était d'accord, on signait l'échéancier, sinon c'est le tribunal qui déciderait le 20 août et là on verrait c'est quoi la première requête dont on parlerait, c'est quoi la deuxième requête, etc. Donc on devait préparer l'échéancier pour le 20 août et la juge Carole Terrien a ordonné qu'il soit prêt pour cette date-là. Quelque temps après, l'avocate de mon mari m'envoie une requête et là quand je regarde la requête, elle est pleine de mensonges et de fausses informations. Il dit entre autres que j'ai un trouble mental et il dit tellement de fausses informations que je me dis comment est-ce qu'il peut écrire ça, écrire tous ces mensonges-là au tribunal, parce que quand tu déposes quelque chose au tribunal, tu le signes, et si tu mens au tribunal, c'est un parjure. Je ne comprenais pas comment est-ce qu'il pouvait mentir autant et dire autant de fausses informations au tribunal. J'ai répondu par une requête où je démontrais les choses qu'il disait que ce n'était pas vrai avec les preuves, etc. Quand ils ont déposé donc la requête, il y avait plein de fausses informations. Moi, je n'ai pas pu assister à l'audience et l'audience s'est passée le 6 août. Et l'audience s'est passée devant la juge Suzanne Tessier. La juge Suzanne Tessier a accepté la requête de mon mari et elle a décidé que cette requête-là passerait le 20 août, c'est-à-dire le même jour où on devait discuter des demandes que j'avais faites. Quelques jours après le 6 juillet, le 6 août, je suis partie au tribunal pour voir mon dossier et là, je n'ai pas trouvé mon dossier. Et une employée du tribunal m'a dit « Votre dossier est chez la juge Suzanne Tessier ». J'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit « La juge Suzanne Tessier a décidé que c'était elle qui allait gérer votre dossier ». Or, normalement, un juge n'a pas le droit de choisir les dossiers qu'il va gérer. Et en chambre de pratique familiale, parce qu'on n'est pas encore au procès, c'est le début du divorce, en chambre de pratique familiale, et là on l'a demandé à beaucoup de tribunaux ici au Québec, en chambre de pratique familiale, c'est le jour même que le juge connaît les dossiers qu'il va gérer. Donc, la juge Suzanne Tessier a pris mon dossier avant, selon ce qu'on m'a dit au tribunal, et elle a décidé que c'était elle qui allait gérer le dossier, alors qu'un juge n'a pas le droit de choisir ses dossiers. Moi, j'ai écrit un email à ma sœur avant l'audience qui prouve que je savais avant que c'était la juge Suzanne Tessier qui serait là le 20 août.
Donc le 20 août, je pars au tribunal et c'est la juge Suzanne Tessier qui préside l'audience. Et voilà ce qui va se passer le 20 août. On devait donc parler de l'échéancier tel qu'ordonné par la juge Carole Terrien. Et là, l'échéancier présenté par l'avocate de mon mari et celui que j'avais présenté, il y avait beaucoup de différences entre les deux. Parce qu'il y avait des choses dont, entre autres, l'avocate de mon mari n'avait pas parlé, de l'outrage au tribunal dont j'avais parlé de mon mari, donc de plusieurs choses illégales qu'il avait faites, elle n'avait pas parlé de ça, entre autres. Et il y avait aussi une différence dans une date importante, qui était la date du début du divorce. L'avocate de mon mari disait que c'était le 11 février, et moi je disais que c'était le 30 janvier, parce que c'est le 30 janvier que j'ai reçu la demande de divorce. Et pourquoi cette date est importante ? C'est parce que quand j'ai reçu les documents, la demande de divorce le 30 janvier, c'était écrit, si vous voulez les documents, vous pouvez en faire la demande. Et quand j'ai fait la demande, l'avocate de mon mari n'a pas voulu me donner le document et mon propre avocat n'a pas voulu me donner les documents. Et il a fallu que je demande à plusieurs reprises ces documents, il a fallu que je contacte le barreau des avocats pour enfin avoir le document le 1 avril. Et quand j'ai reçu le document le 1 avril, j'ai vu qu'il y avait un document daté du 3 février. Donc les documents que j'ai reçus ne pouvaient pas être exactement les mêmes que le document qui était censé être joint à la demande de divorce le 30 janvier. Donc la juge Suzanne Tessier a commencé à parler de l'échéancier. Elle m'a dit que le début du divorce c'était le 11 février. J'ai dit non madame la juge, c'est le 30 janvier puisque j'ai reçu la demande de divorce le 30 janvier. Donc la juge Suzanne Tessier a dit si on va commencer à s'obstiner avec les dates, moi je ne fais pas l'échéancier. Donc, la juge Suzanne Tessier n'a pas fait l'échéancier ordonné par la juge Carole Terrien parce que j'ai dit une date véridique, parce que j'ai dit la vraie date de divorce qui est une date importante. Donc, elle n'a pas fait l'échéancier. Ensuite, il y avait une requête que j'avais déposée, on ne l'a pas entendue en détail. Ensuite, la juge Suzanne Tessier a décidé qu'il y aurait une garde partagée entre nous deux pour une partie des enfants. Elle a décidé que mon mari aurait l'utilisation de la maison. Et là, la juge Suzanne Tessier va décider qu'il va y avoir une expertise psychosociale. Donc moi, j'ai demandé si je pouvais avoir plus de renseignements sur ça. Je connaissais ça un petit peu, mais pas vraiment en détail. Donc, si je pouvais avoir beaucoup plus, elle m'a dit il va y avoir une expertise psychosociale. J'ai dit est-ce que c'est bon? Elle m'a dit c'est bon pour la juge parce qu'elle sait, elle a un rapport et c'est ce qui se passe. Donc, j'ai dit vous faites ce qui est bon. Quand la juge a décidé de faire une expertise psychosociale, l'avocate de mon mari a tout de suite dit il faut qu'on la commence tout de suite pour que ça soit prêt pour le procès, etc. Donc elle avait un formulaire en main, elle est descendue au tribunal en bas au greffe, elle a signé, elle m'a demandé de le signer, elle m'a dit qu'il fallait signer maintenant. Quand j'ai regardé le formulaire, j'ai vu qu'il y avait une partie écrite que le consentement des parties était nécessaire. Donc moi, j'ai parlé à la juge, Suzanne Tessier, est-ce que je pouvais avoir plus de temps pour réfléchir avant de signer? Elle m'a dit non, il faut signer, moi j'ai signé. Quand je suis allée à la maison, là j'ai regardé les articles de loi et j'ai vu qu'il y avait l'article 33 du Code de procédure civile qui dit que le consentement des parties est nécessaire, sauf dans des cas comme l'abus sexuel, ce qui n'est pas le cas ici, mais le consentement des parties est nécessaire pour une expertise psychosociale. Et j'ai aussi découvert qu'un expert, quand il fait une expertise psychosociale, il a le droit de regarder les dossiers médicaux, les rapports de police, de prendre les témoignages, des témoignages, et ces témoignages-là vont être utilisés comme preuve. Et dans mon cas, pourquoi est-ce que c'est problématique? Parce que dans les rapports de police, il y a des fausses informations sur moi, et la police n'a fait aucune enquête pour enlever ces fausses informations. La déontologie policière n'a fait aucune enquête pour enlever ces fausses informations. J'ai été emmenée malgré moi à l'hôpital psychiatrique. Mon mari a dit que j'avais un trouble mental et sur la foi de ce qu'il a dit que les fausses informations étaient écrites. J'ai été mise au courant qu'il a parlé à des gens et il leur a dit que moi j'aurais harcelé Miss Ougelina et que j'avais un problème mental, etc. Donc si un expert vient, regarde les rapports de la police, voit que j'ai été emmenée à l'hôpital psychiatrique, a des témoignages de gens que connaît mon mari. Mon mari a donc dit beaucoup de choses fausses sur moi. Il est très probable que le rapport qui va être donné va me nuire, puisque rien n'a été fait par les autorités pour changer les fausses informations qu'il y a. Et la juge Suzanne Tessier
elle sait tout ça, elle sait qu'il y a des fausses informations sur moi, elle sait que j'ai des preuves. D'ailleurs, je lui ai montré une preuve qui montrait que mon mari avait menti dans ce qu'il avait écrit dans sa requête, elle ne l'a pas vue. Donc la question est, pourquoi est-ce que la juge m'a fait de la pression pour que je fasse une expertise psychosociale, sachant que l'évaluation psychosociale est le début, peut-être le début, d'un processus qui peut mener à la mise sous curatelle ou sous tutelle de quelqu'un. Donc, une évaluation psychosociale peut être le début d'un processus qui va mener à ce que quelqu'un perde tous ses droits, que par exemple le gouvernement, c'est celui qui gère tout ce qu'il fait, qu'il n'a plus le droit à prendre des décisions. Donc vraiment l'expertise psychosociale, ce n'est pas quelque chose de léger, surtout dans mon cas où j'ai été traitée injustement, où tout ce qui a été écrit sur moi est faux et la juge le sait. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi la juge Suzanne Tessier a pris mon dossier et a décidé elle-même qu'elle allait le gérer, ce qu'on m'a dit dans le tribunal. Pourquoi par la suite, elle m'a fait de la pression pour que je fasse une expertise psychosociale? Pourquoi elle n'a pas écouté mes demandes? Pourquoi elle n'a pas regardé mes preuves? Et donc ça, c'est la question qui se pose. Et le plus grave, c'est que quand un juge ordonne une expertise psychosociale, selon ce que j'ai vu dans des directives de tribunaux, ce juge-là a le droit de garder le dossier. Donc, d'après ce que m'a dit le tribunal, la juge Suzanne Tessier a elle-même choisi le dossier et a décidé elle-même de le gérer. Ensuite, elle m'a fait de la pression pour que je signe un formulaire et l'avocate aussi pour que je signe le formulaire de consentement. Et par la suite, elle peut garder le dossier en main. Et ce qui est encore plus grave, c'est que maintenant l'article 33 me protège parce que le formulaire de consentement pour l'expertise psychosociale, on demande d'autorisation des parties, mais dans quelques semaines, il va y avoir le nouveau code de procédure civile et l'article 425 dit qu'un juge peut ordonner l'expertise psychosociale et selon le nouveau code, il peut ordonner l'expertise psychosociale même si les parties ne sont pas d'accord. Donc, dans quelques semaines, je ne vais même plus être protégée par cet article-là. Donc moi j'ai demandé une rétractation de jugement, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Maintenant, je ne sais pas ce qui peut se passer. Je ne sais pas si on peut me faire un outrage au tribunal. Parce que moi, quand j'ai lu l'article 33, le lendemain, je suis partie et j'ai envoyé un document à l'avocate de mon mari et j'ai déposé au tribunal un document qui disait que je ne consentais plus à l'expertise psychosociale et j'ai expliqué mes raisons. Mais même si j'ai le droit de ne pas consentir, les lois ont été tellement bafouées depuis que j'ai voulu parler à la presse de Québecor, de Miss Ougelina et de piratage informatique que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si on va me faire un outrage au tribunal, si on va faire une ordonnance pour que je ne parle plus de ce qui se passe. Donc, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Donc, les questions qui se posent, c'est pourquoi il n'y a eu aucune enquête sur les activités illégales de mon mari, sachant que la police et la déontologie policière savent qu'il a falsifié des signatures. Moi, ce que j'ai fait il y a quelques jours, je suis partie au tribunal, j'ai rencontré une juge de paix, Madame Brigitte Massé, et j'ai fait une plainte officielle directement au tribunal sur les falsifications de mon mari, sur les parjures qu'il a faites, parce qu'il a menti au tribunal. Et donc, j'ai montré les preuves de la falsification de signatures et j'ai parlé des parjures. Et j'espère que maintenant, une enquête va être faite. Donc, les questions qui se posent, pourquoi il n'y a pas eu d'enquête sur les activités illégales de mon mari? Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête sur le piratage informatique que l'on a subi, ma soeur et moi? Parce qu'on a des preuves. Et ce piratage est arrivé au point que nous, on a des vidéos, par exemple, on a des vidéos où le Gmail de Google est piraté. On est rentré dans mon Gmail, et là, on a une vidéo qui montre que les emails de Gmail sont en train d'être changés. Le contenu est changé. Et si quelqu'un est capable de rentrer dans l'email de Google, de changer le contenu, je pense, j'ai montré ça à un ingénieur en informatique, il n'en revenait pas. Donc, ceux qui font ce piratage informatique ont, je pense, des moyens technologiques poussés. Et le fait de pirater l'email de quelqu'un, comme ça s'est passé pour nous, avec autant de régularité avec ces moyens-là, c'est une infraction criminelle
Quand tu rentres dans l'email de quelqu'un, tu peux connaître la plupart du temps beaucoup de choses sur lui. Ça peut mener à de l'intimidation, ça peut mener à du chantage. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une enquête sur le piratage informatique qui s'est passé? D'autres questions se posent, c'est comment ça se fait que moi, je parlais de choses privées avec ma sœur et que des choses similaires, des similitudes se retrouvaient dans le Facebook et dans le Twitter de Mitsou Jelina? Comment ça se fait que donc la juge Suzanne Tessier, selon le tribunal, a pris mon dossier et a décidé que c'était elle qui allait gérer ce dossier. Par la suite, j'ai eu de la pression pour signer un formulaire dont normalement on a besoin de consentement. Mes demandes n'ont pas entendu. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai contacté la police, j'ai contacté la déontologie policière, j'ai fait des plaintes, j'ai regardé les articles de loi, j'ai tout dit au tribunal. Et lorsqu'une juge, Carole Terrien, a décidé de prendre toutes mes demandes, il y a la juge Suzanne Tessier qui, selon le tribunal, a pris mon dossier, a décidé que c'était elle qui allait le gérer, n'a plus entendu mes demandes, et puis n'a pas vu les preuves que je lui ai montrées comme quoi mon mari mentait, et a décidé de faire qu'il y ait une expertise psychosociale. Donc maintenant, moi, je demande le support du public pour qu'il y ait une enquête publique sur ce qui s'est passé. Comment ça se fait que une personne soit empêchée de voyager pour parler à des journalistes? Comment ça se fait qu'il y ait des fausses informations écrites sur elle dans un rapport de police? Comment ça se fait que je sois enfermée dans un hôpital psychiatrique tout simplement parce que je disais qu'il y avait du piratage informatique? Donc, moi, je demande qu'il y ait une enquête publique et ça ne me touche pas seulement moi. Moi, je pense que ça touche n'importe qui au Québec ou au Canada parce que ce n'est pas normal que maintenant, si on veut parler d'une entreprise connue ou d'une personnalité ou de problèmes de piratage informatique, qu'on soit arrêté et emmené dans un hôpital. C'est pas normal qu'après cela, la déontologie policière ne me contacte pas, que je sois intimidée, que je sois menacée pour mon mari. Et puis, c'est pas normal qu'au tribunal, mon dossier soit pris, selon ce qu'on m'a dit au tribunal, qu'un juge décide que c'est elle qui va gérer ce dossier-là, qu'on me fasse de la pression pour signer un formulaire de consentement qui peut vraiment me nuire, puisque, comme j'ai dit, l'expertise psychosociale va se baser sur des rapports où il y a des fausses informations, va se baser entre autres sur des rapports où il y a des fausses informations sur moi, sur des témoignages qui peuvent m'être nuisibles, puisque mon mari a parlé à des gens et leur a dit que j'avais des problèmes mentaux. Donc ça peut se baser sur des choses qui vont me nuire et il faut d'abord qu'il y ait une enquête pour que toutes ces fausses informations-là soient corrigées. Je vous remercie beaucoup de m'aider. Ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est de partager cette vidéo le plus possible, d'en parler, d'en discuter, pour qu'il y ait une enquête publique, pour que je sois protégée, ma sœur et moi, parce que ça fait maintenant plus de 2 ans, près de 2 ans, qu'on se fait intimider, qu'on est piraté.